Alors, pour moi, l'originalité du Grand Couteau de Robert Aldrich peut se comprendre par rapport justement à l'origine du film, qui est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre écrite par Clifford Odets et qui a été mise en scène par Lee Strasberg à Broadway à la fin des années 40 avec John Garfield dans le premier rôle. Pièce de théâtre à Broadway qui a été un immense succès. Alors Clifford Odets, l'auteur de la pièce, le dramaturge, c'est une figure importante du théâtre et du cinéma américain. Il a commencé en fait sa carrière dans la compagnie théâtrale du Groupe Theater, une compagnie théâtrale qui a été fondée dans les années 30 et qui est importante en fait par rapport au cinéma américain, notamment des années 40 et des années 50, parce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette troupe théâtrale certaines grandes figures qui vont concerner de près ou de loin, directement ou indirectement, le cinéma américain des années 40 et des années 50. On va retrouver des acteurs comme John Garfield, des réalisateurs comme Elia Kazan, mais on va également retrouver des pédagogues. On a par exemple Lee Strasberg, qui va travailler évidemment à l'Actors Studio, à cet atelier pour acteurs fondé à la fin des années 40. Lee Strasberg, le pédagogue de la méthode, inspiré de l'enseignement de Stanislavski, un grand metteur en scène russe, et qui va dispenser son enseignement à énormément d'acteurs et d'actrices de cinéma qui vont apparaître dans les années 50. Mais on retrouve également Stella Adler, haute grande pédagogue, qui elle également s'inspire du système de Stanislavski pour enseigner à ses élèves. Alors Stella Adler va pas travailler à l'Actors Studio, elle va fonder son propre workshop, son propre atelier pour acteurs, à l'intérieur duquel elle va accueillir, excusez du peu, Marlon Brando ou encore Robert De Niro. Alors Clifford Odets, lui, est donc dramaturge au sein du groupe Theater, et puis par la suite, il va connaître de très grands succès à Broadway, avec par exemple la pièce Awake and Sing, la pièce Golden Boy, ou encore la pièce Clash by Night, différentes pièces qui notamment ont été adaptées au cinéma. Il va également être scénariste pour le cinéma. Il a été par exemple le scénariste de Humoresque, ou encore le scénariste du Grand Chantage. Et puis, Clifford Odets est également passé à la réalisation pour un film magnifique, Du sang en première page. Alors, parmi ces pièces, ces scénarios, ces réalisations, on trouve des traits communs propres à l'esprit Clifford Odets, notamment une volonté, alors un souci du détail, un souci pour l'authenticité, mais également une approche extrêmement critique. C'est-à-dire que Clifford Odets était politiquement engagé et était très influencé par la politique du New Deal. Et c'est quelque chose qu'on retrouve également dans la pièce Le Grand Couteau, puisque c'est une critique très marquée de l'univers hollywoodien. Alors, Robert Aldrich, pour moi, l'intelligence de son film, c'est qu'il part d'une pièce de théâtre. Et il aurait pu avoir comme désir, comme ambition, de faire cinéma. C'est-à-dire, comme font beaucoup de réalisateurs, ils partent d'un matériau d'origine, et puis ils l'enrichissent, ils développent un scénario, ils tournent beaucoup en extérieur, ils veulent faire cinéma. Robert Aldrich, c'est pas le cas. Au contraire, et c'est ça l'idée géniale du film, c'est qu'il va respecter l'unité spatio-temporelle de la pièce de théâtre, puisque la quasi-totalité du film se déroule en huis clos, à l'intérieur du salon du personnage principal du film, Charles Castle, un acteur hollywoodien qui est au tournant de sa carrière et de son existence, c'est-à-dire que tout l'enjeu du film, ça va être la décision que va devoir prendre Charles Castle par rapport à sa carrière, et on le comprend aussi par rapport à toute sa vie tout entière. Donc l'essentiel du film se passe à l'intérieur de ce huis clos, à l'intérieur de ce salon, donc on a vraiment ce côté scène théâtrale. Mais en même temps, Robert Aldrich se sert de principes proprement cinématographiques. Et c'est là où, à mon sens, parmi les exemples d'excellentes adaptations théâtrales au cinéma, il faut citer Le Grand Couteau. Parce que souvent, quand on parle des grandes adaptations théâtrales au cinéma, en tout cas des adaptations réussies, on pense à Orson Welles, à Laurence Olivier, et on a bien raison de penser à eux, mais il faudrait mentionner Le Grand Couteau. Parce qu'effectivement, tout en récupérant la sève théâtrale de la pièce, Robert Aldrich va utiliser des composantes proprement cinématographiques, notamment en se servant de l'étage supérieur de la maison de son personnage principal, étage supérieur duquel montent et descendent la plupart des personnages, mais étage qu'on ne voit jamais. Ce qui fait que Robert Aldrich en fait utilise le hors-champ. Il utilise le hors-champ, qui est un procédé proprement cinématographique, pour nourrir l'unité spatio-temporelle de la scène théâtrale, et donc le salon de son personnage principal. On est dans le huis clos, on est dans le cadre, tout est annoncé dès l'un des premiers plans du film. On va avoir le personnage de Charles Castle qui observe un tableau dans son salon, un tableau qui est le portrait d'un clown triste. C'est l'idée du film. C'est un artiste qui est enfermé à l'intérieur du cadre. French paintings, dear one? Yeah. Don't you buy American anymore? Oh, let nothing you dismay, sweetie. I don't know one painter from another. He doesn't know one painter from another. I wouldn't want my fans to think I'd gone arty. They're, Marion's hobby. Yep, they're his wife's hobby. How long do I know you, Chuck? Oh, a fat 9, 10 years.
When we first met, all you could talk about was the New Deal, or the Fair Deal, or some deal. I believed it. What do you believe in now? Health, hard work. Rare roast beef. Second grand intérêt du film, puisqu'on a une dimension théâtrale, et ce sont évidemment les acteurs. Alors il faut rappeler que Robert Aldrich a commencé sa carrière d'abord à la télévision. Et il avait conservé de cette formation des choses importantes. Il avait expliqué qu'il avait appris à la télévision à être efficace et également à travailler dans l'artisanat. On se débrouille avec ce qu'on a. Ensuite, Aldrich a été producteur et il était assistant metteur en scène pour différents cinéastes, et pas des moindres. Il a été assistant metteur en scène pour Joseph Losey, avec qui il était très ami. Avec Jean Renoir, duquel il a expliqué avoir appris l'importance du réalisme, du détail, de l'authenticité. Il a été également metteur en scène pour William Wellman. Alors par rapport à William Wellman, Aldrich avait expliqué l'importance de travailler en autonomie sur le tournage, c'est-à-dire de absolument dégager toutes les personnes qui n'ont rien à voir avec le tournage, pour avoir vraiment la main mise sur son film. Il a également été l'assistant metteur en scène de Charlie Chaplin. Alors de Charlie Chaplin, il avait expliqué qu'il avait retenu l'importance de l'enthousiasme au moment où on filme. Quand on va sur le plateau de tournage, il faut avoir envie de filmer. Et puis enfin, il a été l'assistant metteur en scène de Lewis Milestone. Il avait expliqué, Robert Aldrich, de Lewis Milestone, j'ai appris l'importance de bien diriger les acteurs. Et effectivement, l'acteur occupe une place centrale dans Le Grand Couteau, d'abord à travers l'acteur principal du film, Jack Palance. Alors Jack Palance, c'est la première collaboration entre Robert Aldrich et Jack Palance. Ils tourneront ensuite à 2 reprises ensemble, pour Attack et pour 10 Seconds to Hell. Alors Jack Palance qui, d'abord faut le dire, a un visage un peu particulier. Il est marquant par rapport à son visage. Alors il y a toute une légende qui s'est forgée autour de ce visage. On a expliqué qu'en fait Jack Palance, ayant été aviateur durant la Seconde Guerre mondiale, aurait eu un accident d'avion, son avion aurait pris flamme, et donc il serait ressorti avec un visage couvert de stigmates. Ce n'est pas vrai, c'est une pure légende, mais une légende que Palance a cultivée lui-même. En fait, la vérité, c'est que d'une part, Jack Palance était un grand amateur de boxe, qu'il pratiquait de façon assidue, ce qui explique qu'il a le visage cabossé. Et par ailleurs, Jack Palance, son véritable nom, c'est Volodymyr Payanouk, il est d'origine ukrainienne. Et les pommettes saillantes, le visage taillé à la serpe et les yeux enfoncés, en fait, c'est quelque chose qui est propre au visage slave. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, Jack Palance va beaucoup jouer de son physique dans le jeu, et va surtout jouer du contraste entre son physique et son attitude. Jack Palance, c'est un acteur qui est grand, c'est un acteur qui est musculeux. Il apparaît dès le début du film torse nu, en train de s'entraîner justement à la boxe. Name, Charlie Castle. Profession, movie star. Problem, survival. Charlie Castle is a man who sold out his dreams, but he can't forget them. Mais ensuite, tout au long du film, il adopte une attitude recroquevillé, il est recroquevillé sur lui-même, il a le visage souvent baissé, il se déplace avec lenteur, les épaules basses à l'intérieur du cadre. Ce qui fait qu'on va avoir un véritable contraste entre l'homme, dans toute sa virilité, et un côté beaucoup plus candide, beaucoup plus enfantin. C'est un enfant qui ne sait pas quoi faire, en fait, le personnage de Jack Palance. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement intéressante, il est toujours replié sur lui-même, il est toujours dans le sous-jeu. Et puis par ailleurs, ce que Robert Aldrich retient de cet acteur, c'est sa persona, son caractère éminemment symbolique. Effectivement, par sa taille, par son côté musculeux, il s'impose à l'intérieur du cadre. En fait, Jack Palance, c'est un acteur qui est bigger than life. Il est plus grand que nature, clairement. Et alors, c'est quelque chose qui a servi ses autres rôles. On peut penser à Shane, de George Stevens, où il est le méchant. Symboliquement, il est le méchant, il apparaît tout de noir vêtu. Il a joué dans des péplums. Il a également joué le rôle de Jack l'Éventreur. Palance, c'est l'acteur du symbole. Et ce qui est génial dans ce film, c'est qu'effectivement, il y a toujours ce côté bigger than life, hein, c'est la vedette, c'est la star, il s'impose à l'intérieur du cadre, mais son visage ressemble effectivement à ce portrait du clown triste. En fait, Jack Palance, son visage, c'est un peu comme une affiche de cinéma qui serait déjà déchirée. Et à ce moment-là, on a cette idée qu'il est déjà rompu, il est déjà cassé, ce personnage. Ce qui explique son côté un peu voûté à l'intérieur du cadre, son côté recroquevillé. Mais l'idée géniale de Robert Aldrich, c'est de ne pas seulement reposer sur la direction de Jack Palance, mais également de jouer avec les partenaires de Jack Palance. Et en premier lieu, l'acteur Rod Steiger, qui interprète le rôle d'un producteur méphistophélien, complètement maléfique, qui arrive pour convaincre absolument le personnage de Jack Palance d'accepter tel et tel contrat. En fait, il est là vraiment pour acheter l'âme du personnage de Jack Palance. Et pour le coup, là où Jack Palance est dans le sous-jeu, Rod Steiger, il est dans le surjeu absolu.
il explose, il crie, il a une gestuelle extrêmement véloce, il est dans le surjeu, il cabotine délibérément. Et ce qui est génial, c'est que avec Le Grand Couteau, on a un très bon exemple d'adaptation théâtrale, mais vous avez aussi un excellent exemple et une excellente illustration du style actor studio. On a deux pôles dans le style actor studio. On a le surjeu, l'expressivité, ça gueule, ça crie, ça explose. Et on a le sous-jeu, l'intériorisation. Et on a vraiment Paul Palance, sous-jeu, Paul Steiger, surjeu. Alors, il faut rappeler que Steiger est passé par l'acteur studio. Jack Palance est passé lui aussi par l'acteur studio. Mais comme beaucoup d'actrices et d'acteurs, il s'était pas du tout entendu avec Lee Strasberg, donc il avait claqué la porte d'acteur studio et était parti sur la côte ouest pour continuer son apprentissage auprès de Michael Chekhov, qui est le neveu du célèbre Anton Chekhov et qui lui aussi en fait dispensait un enseignement inspiré de Stanislavski. Ce qui fait qu'on a quand même un style acteur studio vraiment chez Jack Palance. Et ce sous-jeu, en fait, on le retrouve chez des acteurs par la suite. Je pense par exemple à Robert De Niro. C'est-à-dire que l'opposition Palance-Steiger, elle peut faire penser à l'opposition De Niro-Pacino. Pacino, c'est les hurlements, c'est la gestuelle véloce, ça parle vite, ça bouge tout le temps, exactement comme Steiger. De Niro, c'est le mutisme. C'est le mutisme éloquent, exactement comme Jack Palance. I drank a light scotch and soda, and I began to cry. And I haven't cried like that since I was a boy, because I saw through a revelation of pain that my wife was determined in her innermost mind to destroy me and my career out of willful, malicious jealousy. You ask me why, I ask you why, but from that day on, I realized one essential fact of life. The woman must stay out of her husband's work when he earns her bread and butter. Charlie. Oh, Charlie. The wife of the man in your position should have the regard and should have the respect to help him advance his career. Don't you think? Alors, par ailleurs, Le Grand Couteau reflète assez bien le style de Robert Aldrich. Et sur ce point, il y a une scène assez amusante où on va avoir l'épouse du personnage de Jack Palance qui vient le voir et qui, elle, essaye de le convaincre de ne pas accepter ce fameux contrat qu'on lui propose. Et elle va lui rappeler ses ambitions de jeunesse, en disant, tu te rappelles, quand tu étais un jeune acteur, tu voulais jouer uniquement sous la direction de réalisateurs ambitieux artistiquement et engagés. Et là, elle va citer, et c'est intéressant parce que c'est une réplique qui n'est pas dans la pièce de théâtre, elle va citer un nombre de réalisateurs, Billy Wilder, Elia Kazan, John Huston, Joseph Mankiewicz, William Wyler. Et par la suite, en entretien, on a pu demander à Robert Aldrich, est-ce que vous avez profité de cette réplique pour en fait énumérer vos modèles? Et Robert Aldrich avait dit oui et non. Il avait dit dans cette liste, réalisateurs que je respecte énormément, Elia Kazan et Billy Wilder notamment. Il y en a d'autres que j'aime moins, John Huston et Mankiewicz notamment. Pourquoi vous les aimez moins? J'ai un problème avec eux, c'est que ce sont des réalisateurs qui écrivent eux-mêmes les dialogues de leurs films. Où est le problème? Le problème, c'est que quand on écrit soi-même les dialogues de ces films, on a envie qu'on les entende, forcément. Et le problème de Huston et de Mankiewicz, selon Aldrich, c'est que ce sont des films trop verbeux, on parle trop. Forcément, ils ont écrit les dialogues, donc il faut qu'on les entende bien. Ils veulent bien qu'on entende leurs répliques, c'est eux qui sont à l'origine de ces répliques. Et il dit, voilà, c'est le problème que j'ai avec Huston et avec Mankiewicz, et il cite notamment le cas de Moby Dick de Huston. Qui est la première demi-heure, ça fonctionne très bien dans l'action, puis ensuite ça parle tout le temps, ça marche pas du tout. Et ça reflète bien en fait l'état d'esprit de Robert Aldrich, qui pour le coup est un réalisateur qui ne tourne jamais autour du pot. Il va dans le vif, il va dans l'action. Ça peut parler, mais on est toujours en mouvement. Et c'est pour ça que cette unité spatio-temporelle, ce salon qu'on a, il ne cesse de le traverser par le biais de mouvements de caméra. Il faut que ça bouge tout le temps chez Robert Aldrich. And anyhow, what is all this arty buck? You know that this industry is capable of turning out good pictures with guts and meaning. Sure, and we know some of the men who do it. Stevens, Mankiewicz, Kazan, Huston, Wilder, sure, Stanley Kramer, but never Stanley Hoff. Alors, Aldrich, comment il filme les séquences d'action? Il les filme du point de vue de l'homme. Toujours. Chez lui, ce qui est intéressant, c'est pas le décor qui explose. Ça va être les actions et les réactions des personnages principaux. Et ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que si on devait jouer à la politique des auteurs, est-ce qu'il y a un procédé stylistique propre à Robert Aldrich? Moi, je dirais oui, il y en a un. C'est la contre-plongée. C'est la contre-plongée qui, chez Aldrich, n'est pas là pour agrandir la présence du personnage, mais qui est là pour accuser les traits
des visages des personnages. Parce que Aldrich, il a ce côté-là, c'est le réalisateur des trognes. En fait, c'est le réalisateur des visages marqués. Ce qu'il aime, Robert Aldrich, c'est les visages qui sont marqués, d'où ses collaborations avec Jack Palance, qui est vraiment ça, un visage marqué. Parce que justement, à travers ces visages marqués, à travers les traits du visage, se reflète quelque chose de l'intériorité de ces personnages, effectivement. Ce sont à chaque fois des personnages brisés. Ce sont à chaque fois des personnages qui vont à l'action parce qu'ils y sont un peu forcés. Et c'est exactement ça l'idée, moi, à mon sens, du Grand Couteau, c'est qu'on a ce personnage qui n'a pas le choix et qui en même temps veut pas y aller. Et qui se retrouve dans cet entre-deux. J'y vais pas. J'y vais pas. Alors, on a ce mythe de Robert Aldrich, cinéma de l'action. Mais Robert Aldrich, c'est pas le réalisateur du plan large. C'est pas le réalisateur du plan d'ensemble. C'est le réalisateur du gros plan. Et c'est ça qui est intéressant avec Le Grand Couteau, c'est que c'est le film anti-action absolue. Il ne se passe rien et on est toujours au même endroit. Et pourtant, malgré tout, ça bouge. Alors, à quoi renvoient ces mouvements de caméra dans Le Grand Couteau? Parce qu'ils servent à rien en soi. On aurait pu faire un montage en champ contre champ, ça aurait été presque plus cinématographique, pour ainsi dire. Le mouvement de caméra, d'abord, ça permet de respecter effectivement le caractère temporel de la pièce théâtrale. Bon, très bien. Mais par ailleurs, la caméra, dans Le Grand Couteau, on a l'impression qu'elle erre, qu'elle est dans l'égarement. En fait, qu'elle épouse à la fois, non pas seulement les trajectoires physiques des personnages de Jack Palance, mais également sa pensée. On a des mouvements de caméra, des mouvements mentaux, presque, en fait, clairement. Et c'est là où, à mon sens, Aldrich, c'est pas un cinéaste de l'action. Il y a de l'action dans ses films, mais toujours filmé du point de vue d'homme. Mais à chaque fois, moi, à mon sens, c'est le cinéaste de l'intériorité. C'est-à-dire que toutes les scènes d'action qu'il y a dans ces films, tous les décors qu'il y a dans ces films, cherchent, en fait, à nous dire quelque chose, à projeter, à refléter quelque chose de l'intériorité de ces personnages. Parce que s'il y a autre chose qui doit caractériser les films de Aldrich, même s'il n'est pas l'auteur de ces scénarios, c'est l'importance de la caractérisation des rôles. Attention, hein. Par exemple, et c'est pour ça qu'à mon sens, Jack Palance c'est génial chez Robert Aldrich, c'est que là où George Stevens, par exemple dans Shane, en fait un anti-héros, le méchant symbolique, tout de noir vêtu, qui apparaît dans le cadre, c'est le méchant avec un grand M. Chez Aldrich, Jack Palance, alors même qu'il a ce côté musculeux, plus grand que nature, c'est toujours un homme. Il est toujours réduit à cet état d'homme. Et ça, du point de vue du jeu d'acteur, pour Palance, c'est génial. Parce que là, on l'attend, il tient droit dans le cadre, qui s'affirme, le torse bombé. Il se dit, non, là, je vais pouvoir jouer recroquevillé. Là, je vais pouvoir exprimer quelque chose. Charlie Cass. He was a wonder. I was Mrs. Cass. Now you're Hoff's Mr. Castle. Oh, come on. I don't buy that. I don't belong to Stanley Hoff. No? No, I'm a free agent. Are you going to sign his new contract? Marion, I want you to come back home to me. Just like that. Yes, I know I'm far from perfect, but you're making a big mistake if you think you can face this big, wide world alone. And don't tell me that you've got Billy, because he still eats a grape in 4 bites. Without me, you don't have a family. You don't even have a friend unless it's Hank Teagle. Alors, Le Grand Couteau n'a pas du tout marché en salle au moment de sa sortie, et l'échec a pu s'expliquer pour différentes raisons. D'abord, on a reproché au film de ne pas avoir conservé John Garfield, qui jouait le rôle principal dans la pièce, et d'avoir choisi Jack Palance. Et puis, le second reproche, c'était le côté invraisemblable. C'est-à-dire que là où la pièce, ça marchait pas mal devant le public cultivé de la côte Est qui va avoir des pièces de théâtre à Broadway, on peut être sensible à cette thématique de l'artiste torturé. On disait, pour le grand public du cinéma, voir un acteur de cinéma dans une crise existentielle, c'est pas intéressant. Et puis il y a des côtés complètement invraisemblables dans cette pièce. Pourquoi est-ce qu'il se triture tellement la tête sur ces questions-là? Et ça, c'est intéressant, à mon sens, ce reproche, parce qu'effectivement, chez Robert Aldrich, il y a beaucoup d'invraisemblables. Pas seulement dans Le Grand Couteau, on prend Les 12 salopards, on prend En 4e vitesse, il y a beaucoup d'invraisemblances, en fait, dans ces films-là. Parce que, à mon sens, le vraisemblable, ça n'intéresse pas Robert Aldrich. Lui, ce qui intéresse Robert Aldrich, et c'est ça que je trouve très beau, c'est la vérité. Or, la vérité, nous dit Robert Aldrich, elle n'est pas toujours vraisemblable. Elle a une part d'invraisemblable. La vérité, parfois, elle peut sembler artificielle. Mais surtout, cette vérité, elle nous renseigne sur quelque chose d'essentiel, c'est la vérité humaine. Et moi, au-delà de la question de l'acteur, au-delà de la question de la star, ni face à un dilemme cornélien, ce que filme Robert Aldrich et ce que retient Robert Aldrich de cette pièce de théâtre écrite par Clifford Odets, c'est la question de l'humain enfermé à l'intérieur de son existence. Et là, pour moi, on a toute la réflexion de Robert Aldrich qu'on va retrouver dans tous ses films, mais qui n'est jamais prononcée. Comme il le disait par rapport à Austin Mankiewicz, c'est pas lui qui écrit les répliques, donc c'est pas verbal, c'est suggéré, c'est du ressenti. Robert Aldrich, c'est ça.
c'est le cinéaste du ressenti.